Les Molex étaient au tribunal des prud'hommes ce matin. Le DAL en lutte pour le logement social. 4e épisode de notre série à Bâle suite à l'ouverture d'une nouvelle ligne EasyJet. Le 28 juin, c'est la date de la mise en délibéré de la plainte des 190 salariés de Molex au prud'homme. Salariés qui contestent leur licenciement de l'usine de connectique automobile en 2009 pour des raisons économiques. Et c'est sur une question de procédure, à savoir la responsabilité ou non de la société mère de Molex, doit-elle être jugée ou pas avec sa filiale aujourd'hui liquidée, que l'audience s'est conclue ce matin. Le Conseil aurait très bien pu nous entendre cet après-midi sur ces questions et rendre ensuite un seul et même jugement sur le tout. J'ai le sentiment que le Conseil avait un peu décidé avant que nous n'intervenions qu'il ne s'interrogerait que sur ce point. On est parti pour quelques années. Moi comme d'autres, on ne se fait pas d'illusions sur la procédure qui va être longue. Sur ce fond judiciaire, il y a la sortie d'un livre écrit par des journalistes, syndicats filous, salariés floués, qui révélerait la présence d'une taupe envoyée par la direction au sein même du syndicat lors du conflit social. Il s'avère aussi que le gouvernement aujourd'hui en a appris les organisations syndicales, notamment la CFDT et la CGT, qui disent qu'ils font de la politique. Donc c'est peut-être une coïncidence, mais enfin les élections présidentielles approchant, c'est une coïncidence au moment, je pense. En outre, les assemblées générales tenues à l'époque étaient ouvertes. Ils disent n'avoir jamais rien eu à cacher. Chez Tisséo, le bras de fer continue. La direction soumet l'ouverture de négociations à la levée des blocages, levée que refusent les grévistes. Les 2 dépôts de bus et le dépôt de tram sont toujours bloqués, donc aucun service ne fonctionne. Le métro, en revanche, circule normalement. Il ne reste plus que les pneus fumants. Après une journée de blocage, les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Seyss ont été délogés par les forces de l'ordre. Ils maintiennent toujours leurs revendications avec comme principal objectif l'alignement du salaire sur celui de la police nationale. Nous sommes très déçus parce qu'en plus de ce que l'on demande, on nous rajoute des nouvelles missions. Et donc en gardant le même personnel et avec moins de moyens. Nous allons avoir donc des missions d'extraction judiciaire, donc des missions de police ou de force de l'ordre. Donc nous aimerions que le salaire soit indexé de la même façon, du moins que nous ayons une parité par rapport à nos homologues de la police nationale. Dans le cadre du mouvement de protestation nationale, les syndicats dénoncent aussi un manque de personnel alors que les prisons sont surchargées. Actuellement à Seyss, un surveillant est en charge d'un peu plus de 90 détenus. Nos conditions de travail se dégradent de jour en jour, la surpopulation pénale. Au niveau de la sécurité, on nous ferme des miradors, un peu plus de 50 en France. Demain, c'est le centre de détention de Muret qui sera bloqué pour des revendications locales. Les policiers municipaux ont été reçus en délégation hier par Pierre Cohen. Ils ne seront pas réarmés, a confirmé Jean-Pierre Avrin, adjoint au maire. Depuis leur réarmement en journée dans le cadre de l'affaire Mera, les policiers municipaux demandent le maintien de cette mesure. Actuellement, ils ne portent leur arme que de 20h à 1h du matin pendant leur service de nuit. Demain, les policiers se réunissent en assemblée générale pour voir quelle suite donner à leur mouvement. Avec ses 53 000 logements, le parc HLM de l'agglomération de Toulouse n'atteignait en 2011 que la barre des 17%, contrairement aux 20% ordonnés par la loi. De nombreuses demandes de logements donc en attente, mais aussi plus d'un quart des 6 000 dossiers de mutation qui ne sont toujours pas traités, et ce déjà depuis plusieurs années. Pour le DAL, ce matin, direction Habitat Toulouse, avec 16 dossiers de mutation sous le bras, en quête de solutions. Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je demande une mutation, cela va faire 6 ans que j'habite dans le même appartement. J'ai fait appel au service d'hygiène de la mairie de Toulouse qui est venu se rendre chez moi, qui a constaté qu'il y a fait un procès verbal d'insalubrité en fait dans l'appartement complet. Il y a 25% de demandes de mutation en interne chez tous les bailleurs sociaux et on n'a pas le pourcentage de ce qui est traité ou pas. Il nous apparaît qu'on est souvent interpellé justement par rapport à des problèmes conséquents de mutation pas étudiés. On a rencontré la directrice d'OPA qui a dit qu'elle ne mettrait pas un centime dans cet immeuble.
Aujourd'hui, ma demande, c'est qu'on me donne un logement sain. L'entretien avec Habitat Toulouse a débouché sur une seule proposition concrète pour une personne en situation de handicap. Les autres ne rentraient pas dans les critères de priorité de la charte des mutations internes. Mais le DAL ne compte pas en rester là. Le transporteur Cernam, actuellement en redressement judiciaire, sera bientôt fixé sur son sort. Mercredi, la Commission européenne a annoncé que le potentiel repreneur n'aurait pas à rembourser les 642 millions d'aides touchées par Cernam et jugées illégales. Le groupe Geodis, filiale de la SNCF, se laisse jusqu'à mardi pour faire savoir s'il maintient ou non son offre de reprise. Après la Bastille, le Capitole. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon est à Toulouse et pour la première fois dans la ville rose, le troisième homme incontesté, crédité de 15% dans les sondages, tient meeting sur la place du Capitole à partir de 20h. Les organisateurs attendent beaucoup de monde. 350 bénévoles du Front de gauche sont d'ailleurs mobilisés pour l'occasion, ainsi qu'un dispositif de sécurité exceptionnel. Il faut dire que c'est une grande première. Jamais un homme politique n'avait tenu meeting en extérieur et en centre-ville. L'accès au parking Capitole sera fermé à partir de 18h, ainsi que la station de métro Capitole. Des écrans géants seront déployés sur la place. Début du meeting à 19h, précédé du concert des Grandes Bouches à 18h30. Jean-Luc Mélenchon devrait s'exprimer à partir de 20h30. Tous réunis autour d'une candidature, Sandra Lachaise-Mourgue pour la gauche moderne, Régis Lasserre, chasse, pêche, nature et tradition, et Jean-Luc Rivière du Parti radical valoisien ont annoncé officiellement ce matin au siège de l'UMP à Toulouse leur soutien au candidat Nicolas Sarkozy pour les présidentielles. Pratique le repassage. Le repassage, d'accord, mais pas à la maison. 25 ans que Liberté fait les foires d'Europe, une semaine à Lyon, l'autre à Nice. Et depuis lundi, la Marseillaise a posé ses aspirateurs révolutionnaires à la foire internationale de Toulouse. Exposant plus qu'un métier, un mode de vie. Comme Liberté, la plupart des démonstrateurs de ce stand sont des femmes. Et pendant que ces dames vendent leurs appareils, les enfants sont entre de bonnes mains. Le mari prend la place à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, et puis après c'est un choix, donc oui, on se retrouve tous les 12 jours pour 2 jours faire une valise et repartir. Sur la foire, le rythme de travail est effréné. La journée commence à 8h et se termine avec le dernier client. S'il y a des nocturnes, on est obligé d'être là. Alors bien sûr, on va faire des pauses parce qu'on ne peut pas travailler 12 heures d'affilée, mais on est quand même assez présent. C'est très fatigant. Mais quand il y a plein de monde, ça passe vite, c'est bien mieux. Encore 5 jours et Liberté retrouvera les siens pour 2 jours de repos bien mérités. La gastronomie suisse ne peut se résumer à l'institution nationale qu'est la fondue. À Bâle, la cuisine est influencée par les proches frontières françaises et allemandes et ne compte guère du coup qu'une spécialité, les Leckerlis, dont le nom pourrait signifier petit délice. C'est un biscuit avec du miel, des noisettes et des épices orangeantes et citronnantes. Un petit gâteau invariablement rectangulaire, glacé au sucre, qui sent bon la cannelle et les agrumes. Mais si on connaît les grandes lignes de la recette, chaque maison garde jalousement le secret des proportions. La mélange de l'épice et beaucoup de miel dedans. C'est très important. L'origine de ce biscuit remonterait au XVe siècle lors du Grand Concile de Bâle. Il est maintenant confectionné et dégusté toute l'année avec le thé, le café ou même un verre de vin.